Alors, bonjour à toutes et à tous, et merci d'être présents pour cette prochaine table ronde, dont le titre est Réenchanter le système de santé. Aujourd'hui, on est là pour parler d'un enjeu crucial qui est l'avenir de la jeunesse dans le système de santé. Alors pourquoi? Parce que la santé, c'est pas seulement une question de soins, c'est une question d'avenir. Nos jeunes ne sont pas forcément les patients de demain, ce sont avant tout les acteurs d'aujourd'hui. Pourtant, dans un système qui évolue à toute vitesse, avec des défis comme la santé mentale, l'accès aux soins ou encore les différentes inégalités, les jeunes ont-ils vraiment la place qu'ils méritent? C'est une question sur laquelle on va réfléchir pendant ces 40 prochaines minutes. Sont-ils suffisamment écoutés, impliqués? Sont-ils considérés dans les décisions qui les concernent directement? Autour de cette table, en tout cas, on a pu réunir des voix engagées pour le système de santé et qui vont ouvrir le débat, poser les bonnes questions et surtout imaginer des solutions concrètes. Alors si vous êtes prêts avec nous à repenser l'avenir du système de santé, avec ceux qui en hériteront, je vais d'ores et déjà rentrer dans le vif du sujet. On va commencer par une petite présentation des différents acteurs de cette table ronde. Et je n'ai pas d'ordre défini. Donc, Ilona, tu me regardes, je te donne la parole pour commencer. Une petite présentation rapide d'eux. Bonjour à tous et à toutes. Donc, pour me présenter, je m'appelle Ilona Denis, je suis étudiante à Rennes à l'EHESP en Master 1 Santé publique et je suis présidente de la Fédération nationale des étudiants et étudiantes en sciences infirmières, donc qui est une fédération qui représente les 120 000 étudiants en sciences infirmières en France. Donc notre enjeu, c'est donc de porter leur voix au niveau national et d'accompagner chaque étudiant qui nous en fait savoir le besoin à travers notamment une ligne téléphonique. On travaille énormément à accompagner les étudiants au quotidien tout en portant leurs demandes, leurs besoins au niveau national, territorial aussi et international. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Elisabeth Hubert. Je suis médecin généraliste au départ. Et puis la vie a voulu que je fasse d'autres choses ensuite, de la politique. J'ai été députée, j'ai été ministre de la Santé et de l'Assurance Maladie il y a 30 ans. Et avant de tuer le débat, je dis que je me sens pleinement coupable et responsable et coupable d'un certain nombre de méfaits, puisque j'ai fait partie de ces époques où nous avons formé très peu de médecins. Et puis la vie après a voulu que je fasse autre chose. Je suis rentrée dans le monde de l'entreprise, dans l'industrie pharmaceutique. J'ai créé une entreprise d'hospitalisation à domicile et surtout depuis 20 ans, bientôt, je suis présidente de la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile. Et donc, à ce titre, j'œuvre pour une vision un peu différente de la santé de celle que nous ne pratiquons à l'heure actuelle. Bonjour à tous, Kylian Lelgouarch, donc interne de médecine générale à la faculté de médecine de Montpellier-Nîmes et président de l'intersyndicale nationale des internes, donc l'intersyndicale qui réunit l'ensemble des internes de médecine de France, de toutes les spécialités et de toute subdivision, qu'elle soit métropolitaine ou des Outre-mer. Et notre combat au quotidien, c'est de représenter les internes auprès des décideurs politiques, auprès des parlementaires plus récemment, et puis auprès de la population générale pour faire entendre nos revendications sur les conditions de notre formation et puis notre vision aussi du système de santé de demain. Bonjour à toutes et à tous. Isabelle Richard, je suis médecin de formation, je suis prof de médecine physique et réadaptation. Je suis actuellement la directrice de l'école des hautes études de santé publique à Rennes. Et puis j'ai fait autres choses antérieurement, notamment en lien avec la formation des professionnels de santé. J'ai dirigé une faculté de santé, celle d'Angers, et puis j'ai participé à un certain nombre d'évolutions des formations des professions de santé dans les années 2017-2019 au cabinet de Frédéric Vidal. Merci beaucoup pour ce petit tour de table. Donc, on a des acteurs qui sont très différents, qui ont tous un antécédent de professionnels de santé et qui, pour certains et certaines, ont pris des fonctions administratives. Alors, je vais ouvrir le bal avec vous, Madame la Ministre, à travers cette question que j'ai pu vous poser.
comment peut-on rétablir la confiance des jeunes dans notre système de santé tout en étant transparent sur ses limites? Alors tout simplement, je pense déjà en arrêtant de leur taper dessus. Je n'ai jamais vu nouer une relation de confiance quand on commence à une génération ou à une catégorie de personnes de les asséner de tous les défauts de la terre qui peuvent être les leurs. Aujourd'hui, c'est vrai pour les jeunes médecins, c'est vrai pour un certain nombre d'autres professions. Nous avons des évolutions, mais qui sont des évolutions de la société dans une relation au travail qui est aujourd'hui différente de celle qui était celle que nous avons pu connaître. Et sans arrêt aller dire aux jeunes médecins qui ne veulent pas travailler qu'ils sont des enfants gâtés et qu'il ferait mieux d'aller s'installer là où plus personne ne veut aller et où plus personne n'a été depuis des années, je trouve que ce n'est pas la meilleure façon de convaincre de jeunes praticiens d'exercer différemment et de regarder différemment l'exercice de la médecine. Donc je pense, moi, la première chose, on va peut-être en parler au niveau de la formation, mais j'avais commis, parce que c'est vraiment cela, il y a 15 ans, un rapport sur la médecine de proximité. Et ce que je mettais en exergue il y a 15 ans, c'était le sujet de la formation. Et je pense que tant que l'on continuera à axer au point où on le fait, la formation sur l'hospitalo-universitaire, en n'ouvrant pas la formation du monde de la santé aux autres exercices de la médecine. Il n'y a pas si longtemps, une personne à qui je m'adressais, à qui je disais « Mais pourquoi est-ce que vous n'envoyez pas faire des stages des étudiants en clinique puisque vous manquez de lieux de stage ?» On m'a répondu « Mais tu n'y penses pas, si on faisait ça, ça va leur donner l'idée de quitter l'hôpital et d'aller en clinique. » Je me suis contenté de répliquer à mon interlocuteur qu'a priori, les jeunes n'étaient pas complètement idiots, que s'ils voulaient aller en clinique, ils n'avaient pas besoin d'aller faire des stages avant pour y aller. Mais quand je vois ce type de mentalité, quand je vois ce type de réflexion, je me dis qu'il faut axer beaucoup, un, sur la formation, 2, sur le compagnonnage, 3, sur le travail en équipe. Vous n'avez pas envie de travailler tout seul, et vous avez raison, il ne faut plus travailler tout seul. Donc je pense que c'est les 3 axes qu'il faut aujourd'hui développer et vers lesquels on peut vous accompagner, qui sommes des générations d'avant. Merci pour cette entrée en matière. Ilona, je t'ai vu acquiescer la tête, notamment quand on parlait de formation. Quand on est jeune aujourd'hui, est-ce qu'on travaille moins, on veut plus bosser? Est-ce qu'on est un petit peu des va-t-en-guerre jusqu'au boutiste, mais sans réellement prendre soin de nos patients? Comment tu vois les choses, toi? Comment tu... Au contraire, nous, dans le cadre donc, de la formation infirmière, on a une formation qui est relativement dense. On fait 35 heures par semaine, chaque semaine, et auquel s'ajoute tout le temps de travail personnel que l'on doit dédier à apprendre nos cours, à les assimiler, prendre le fait, après chaque jour de stage, d'assimiler toutes les choses qu'on a vues, toutes les pathologies, tous les enseignements qu'on peut compléter pour arriver le lendemain et se sentir réellement en pleine compréhension de ce qui va se passer dans le service. Donc, au contraire, je trouve que les étudiants, en tout cas à l'heure actuelle, ont envie et en tout cas travaillent déjà beaucoup dans leur formation. Certains sont même contraints par précarité de travailler entre des jours de cours, entre des jours de stage. Donc, je ne dirais pas que les jeunes travaillent moins. Par contre, leur représentation de leur métier a changé, de leur profession a changé, avec une volonté d'avoir une qualité de vie au travail, qui était déjà le cas avant. Je ne pense pas que les anciennes générations n'en voulaient pas du tout. Mais les jeunes générations se préoccupent vraiment de ce sujet-là, en lien avec nous, ce qu'on identifie. On le voit clairement actuellement, la qualité des études s'est particulièrement dégradée. Nous, c'est des choses qu'on identifie souvent dans notre fédération parce que donc on porte la voix des étudiants infirmiers et on réalise souvent des enquêtes sur le bien-être des étudiants infirmiers. Je ne vous donnerai pas de chiffres parce qu'on sort nos résultats demain de la nouvelle enquête de 2025. Donc vous aurez des chiffres tout prêts, tout frais pour demain. Mais en tout cas, on identifie un réel mal-être, oui. Et je me suis beaucoup reconnue dans le terme de l'hospitalo-centré.
Parce que nous, on a une profession qui permet d'exercer partout. Un infirmier, on a tous croisé un infirmier, même sans aller à l'hôpital. On a des infirmiers scolaires, on a des infirmiers dans le monde du travail. Et c'est vrai que notre formation est très hospitalo-centrée. On nous oriente, on nous ouvre les pas de l'hôpital en sortant de notre formation. Et pourtant, ce n'est pas les parcours qui plaisent à tout le monde. Moi, je suis engagée dans un master en santé publique. Tous les infirmiers ne se destinent pas à aller forcément dans les services à l'hôpital. On a l'HAD aussi, qui correspond à des profils différents aussi d'infirmiers, et qui ont envie de quelque chose de différent. Il faut qu'on puisse mettre de la visibilité et donner de la visibilité à la profession, mais aussi aux différents modes d'exercice qui s'ouvrent à nous une fois qu'on est infirmier. Différents modes d'exercice qui s'exercent en collaboration avec des métiers qui, on va le voir notamment avec Madame Richard, qui évoluent. Juste avant de vous donner la parole, Madame Richard, Kylian, est-ce que tu as le sentiment que la médecine est en train de devenir un métier comme un autre, ou doit devenir un métier comme un autre? On nous oppose souvent notre vocation, qui devrait justifier l'injustifiable. Penses-tu que finalement, en tant que médecin, tu as le droit d'avoir le même équilibre de vie qu'un cadre chez Google, chez Nvidia, qu'un organisateur de congrès, que sais-je? Qu'en penses-tu? Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, la vision, je pense, des étudiants en médecine évolue, et comme l'a dit Elisabeth, sur le principe même global de la société elle-même. Finalement, le rapport au travail, le rapport que l'on a, en tout cas sur les aspirations que l'on a sur notre exercice futur, rentre en résonance avec globalement la société de manière globale. On essaye aussi de prendre plus soin de nous-mêmes, et en tout cas de prendre en compte notre santé aussi, pour avoir et pour permettre de prendre en charge correctement nos patients, et penser à la santé de nous-mêmes, c'est aussi penser à la santé de nos patients. Nous, on a fait aussi, comme la FNESI, sur l'année 2024, une nouvelle étude santé mentale qui est sortie et qui montre que finalement, entre 2021 et 2024, on n'a pas eu d'amélioration de cette même santé mentale. Alors, on peut se questionner, on est en 2021 en plein pendant le Covid, donc on a toutes les raisons du monde à avoir une santé mentale qui est dégradée. Aujourd'hui, en 2024, il y a quelques temps, quelques mois, pourquoi justement cette santé mentale ne s'est pas améliorée? Alors, il n'y a pas de crise de vocation. Par contre, il y a une interrogation sur comment sera exercé notre métier de demain. Pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a un texte de loi qui est actuellement débattu sur la régulation et l'installation des médecins. Tous les médecins et tous les jeunes médecins qui nous soutiennent et qui sont à l'ISNI regardent attentivement les propositions des députés. Et il y a une déconnexion. Il y a une déconnexion aujourd'hui du pouvoir politique sur les aspirations, et notamment des parlementaires, sur les aspirations des jeunes médecins pour répondre à l'accès aux soins. Et moi, je crois vraiment à la question de la vocation. Elle est toujours là. Et pour faire ce métier au quotidien aussi en tant qu'interne, et plus tard toute ma vie, cette vocation, elle est là. Parce qu'il faut être chevillé au corps, aller chevillé au corps et prendre soin des populations. Ce n'est pas facile tous les jours. Donc c'est vraiment une vocation. Mais on est dans un rapport où prendre soin des populations aussi en prenant soin de nous-mêmes. Et cette aspiration-là, aujourd'hui, on ne la retrouve pas forcément dans les débats parlementaires, comme aujourd'hui par exemple. Donc c'est un vrai cheval de bataille. Et en tout cas, on l'a vu par le passé sur le nombre de médecins qui a été formé. Nous, ce qu'on demande en tout cas sur les prochaines années, c'est de faire entendre la vision de la santé que nous, on souhaite porter. Mais alors, comment on fait, Madame Richard? On a discuté ensemble de quelques solutions. Oui, vous aurez ce rôle pour ouvrir la table ronde. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous entendez du coup la représentante des infirmières, Madame la Ministre, et Kylian, il n'y a pas des petites idées qui vous viennent en tête? Il y en a plusieurs qu'on peut avoir en tête. Il y en a peut-être une première qui est de tordre le cou aux mauvaises idées. La question de savoir si le niveau baisse et si les jeunes sont moins impliqués qu'ils l'étaient, je vous renvoie à la lecture extrêmement drôle de Pourquoi j'ai mangé mon père, où globalement l'Australopithèque explique que tout se dégrade et que son fils Homo sapiens a vraiment abandonné les valeurs ancestrales
et que ça va plus du tout et qu'il veut plus travailler, etc. Donc ce discours-là, il est vieux comme l'humanité. Voilà, il faut passer par-dessus, ça n'a aucun espèce de sens. Et évidemment que les jeunes professionnels d'aujourd'hui, ils sont ni meilleurs ni plus mauvais que les précédents. Il y a une variété parmi les étudiants pour les professions de santé, et c'est bien comme ça. Donc ça, je pense qu'il faut lâcher. En ce qui concerne la place des jeunes, ou des moins anciens en tout cas, dans la discussion, dans la décision publique, je pense que c'est un sujet qui dépasse de beaucoup la question des professions de santé. On a une vraie difficulté dans cette société à faire une place aux jeunes. Et il y a un élément qui va quand même beaucoup aider, au moins pour les médecins, à la faire, c'est qu'ils vont être extrêmement nombreux et jeunes. Et c'est très intéressant de regarder les projections de la pyramide des âges des médecins sur les 15 années qui viennent. Elle va se rajeunir de façon considérable. Et pour les médecins généralistes, par exemple, entre 2025, c'est-à-dire aujourd'hui, et 2040, le groupe le plus nombreux, ça va être les femmes de 30 à 45 ans. Alors évidemment, il y a une première façon de voir les choses qui est de dire « Oh là là, puis en plus elles auront des enfants, il faudra qu'elles aillent faire les courses, comment on va s'y prendre, etc. » Donc là aussi, je tords le cou tout de suite à cette mauvaise idée. Et puis, il y a une autre façon de voir les choses qui est de se dire que globalement, les solutions que portent aujourd'hui les jeunes médecins, avec peut-être quelques nuances, et les jeunes professionnels de santé, c'est des solutions pour plus de coopération, c'est des solutions pour travailler à plusieurs de façon groupée, c'est des solutions pour faire de la prévention. Donc, c'est globalement la liste de ce dont le système de santé a besoin. Donc, moi, je suis relativement plutôt optimiste. C'est-à-dire que je pense que, et j'ai suffisamment de cheveux gris pour pouvoir le dire, on va se débarrasser d'un certain nombre d'idées qui traînent depuis 40 ans et qui se sont avérées être pas les bonnes. Et je partage le plaidoyer responsable et coupable de certaines choses, peut-être pas de tout. Il est peut-être possible qu'on ait fait des choses bien aussi. Mais on va se débarrasser de cette génération-là et de tout ce qu'elle véhiculait, d'exercices solitaires, d'inégalités femmes-hommes, de relations entre les médecins et les infirmiers, de contacts rugueux entre les personnels administratifs, les directeurs d'hôpital et les médecins, etc. On a une occasion en or de passer tout ça à la trappe et de partir sur d'autres bases. Et effectivement, dans ces autres bases, je crois qu'il y a la coopération entre les professions. Ça, on ne peut pas continuer à se regarder en chien de vaillance. Il y a, comme le disait Madame Hubert, le fait de considérer le système de santé dans toute sa diversité et de faire participer toute la diversité du système de santé à la formation. Mais tout s'est pas aggravé sur ce plan-là non plus. Moi, j'ai fait mes études de médecine il y a très longtemps. Et l'idée d'avoir un professeur de médecine générale, ça aurait été une idée, mais surréaliste. Je crois que tout le monde aurait demandé de répéter exactement ce qu'on voulait dire par là. Bon, aujourd'hui, ils ne sont pas suffisamment nombreux, mais il en existe. Le fait d'avoir des formations communes entre des étudiants en médecine, des étudiants en soins infirmiers, on aurait dit, non mais... j'ose même pas dire ce qu'on aurait dit. Je pense que vaut mieux pas l'imaginer, mais ça aurait pas été fait. Vous, enfin en tout cas l'ISNI, on en parlait tout à l'heure, organiser maintenant de façon régulière des activités communes avec l'association des élèves directeurs d'hôpital. Ouais, je vous garantis que ça n'existait pas il y a 20 ans et que ni d'un côté ni de l'autre, on aurait eu envie de le faire. Donc, il y a comme ça, il me semble, plein de bonnes idées quand même et un terreau qui est relativement fertile, notamment porté par les associations de jeunes professionnels. Il faut qu'ils prennent le pouvoir vraiment parce que personne ne l'a jamais laissé, donc il faut le prendre. Et puis, en poussant ces idées-là, on va arriver à transformer le système de santé dans le bon sens. Et oui, parce que Madame la Ministre, comme disait Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Je ne sais pas. Moi, vous savez, je dis souvent, je suis une basique. Ça doit être mon point de départ comme médecin généraliste. Donc, j'essaie de repartir sur vraiment des choses et je prolongerai ce que vient de dire Isabelle Richard. J'ai évoqué tout à l'heure le besoin de formation et de changement de la formation, le travail en équipe, parce que, à l'instar de ce qu'Isabelle vient d'évoquer, vous avez un immense avantage que nos générations n'avions pas, c'est que vous pouvez et vous savez travailler en transversal. C'est-à-dire que quand vous, jeunes médecins, vous invitez Ilona, infirmière, ce n'était pas possible de cette façon-là dans ma génération.
Tout simplement parce que la réaction, elle était encore et toujours « Non mais je suis médecin, je suis le prescripteur. » Et toi, pharmacien, infirmier, kiné, tu es le prescrit. Moi, je suis le prescripteur. Donc la noblesse, elle est dans mon camp et la plèbe est de l'autre côté. Vous n'êtes plus du tout dans cette vision. Et ça, c'est une chance irremplaçable pour l'évolution de notre système de santé, car je pense qu'effectivement, cette vision que nous avions a engendré une part des méfaits que nous connaissons aujourd'hui. Mais je rajouterais 2 choses là, au-delà de cela, et là aussi pour prolonger ce qu'il vient d'être dit, c'est que oui, vous allez choisir d'être médecin, cardiologue, chirurgien, etc. Il faut que nous préparions, et ça va être votre génération. Il faut préparer le fait qu'à l'inverse de ce que nous avons connu, alors vous allez dire que vu mon parcours, j'en parle en connaissance de cause, vous ne ferez pas toute votre vie la même chose. Et il faut d'ores et déjà que nous travaillions durant les études de médecine à faire en sorte que ce qui a été fait avec un internat qualifiant dans une spécialité ne vous enferme pas toute la vie dans une seule spécialité, une seule qualification. Et quand je vous raconte une anecdote, elle date d'il y a quelques jours. Un médecin, anesthésiste, fin d'exercice, 65 ans, mais se dit, tiens, j'ai envie de continuer à bosser. Dans un département rural, une hospitalisation à domicile avait besoin d'un médecin. Anesthésiste, on dit chouette, c'est pas mal. C'est quelqu'un qui sait gérer la douleur, on fait beaucoup de soins palliatifs, le maniement des médicaments, la rigueur, les protocoles, génial. Refus de l'inscription par le Conseil de l'Ordre. Bon, je vous rassure, ça s'est réglé. Vous l'imaginez bien, ça n'a pas traîné longtemps. Mais on est en train d'enfermer dans des cases votre profession. Et ça, c'est votre responsabilité, sans attendre, de très vite lutter contre ça, parce qu'autrement, votre génération va engendrer des erreurs pour le futur et vous n'arriverez pas à effectivement entraîner dans les métiers. Et puis la dernière chose, ce qui est un élément important, c'est qu'il va falloir que nous capitalisions sur les nouvelles technologies, sur l'intelligence artificielle, pour paradoxalement retrouver quelque chose qui est essentiel, qui s'est délité, qui est le lien avec le patient. Et je suis sûre que votre génération va reconquérir ce que la génération d'avant et que la génération d'encore avant a perdu, c'est retrouver le lien du patient à son domicile. Moi, j'ai confiance dans les jeunes. Et à un moment ou à un autre, vous allez vous dire, eh ben c'est vrai qu'il y a des patients, parce qu'ils seront de moins en moins à l'hôpital avec hébergement, qui ont besoin de moi à leur domicile. Et il faut aussi que vous retrouviez cette démarche, aidée de plein de façons. Vous ne referez pas la moitié des actes en visite comme ma génération a pu le connaître à un moment. Voilà, c'est ce petit message, c'est concret, c'est réel, et c'est dès maintenant que ça se prépare. Beaucoup d'éléments de votre intervention. Je me rappelle d'un événement qu'on avait organisé à l'Assemblée nationale avec, à l'époque, Yannick Noder, qui était député, Agnès Firmin-Lebaudot, qui était pharmacienne, et il nous avait dit exactement la même chose. Nous, il y a 20-30 ans, un pharmacien ne parlait pas à un médecin, et vice-versa. Et là, on a le même constat. Alors, moi, j'aimerais donner la parole aux prescripteurs et aux prescrits, du coup. Est-ce que vous avez le sentiment, Kylian et Ilona, que dans vos études, dans votre formation, vous avez l'occasion de vous rencontrer, de travailler ensemble et de comprendre le métier de l'un de l'autre? Ou est-ce qu'on est encore à l'âge quel homo? Homo sapiens ou Austra avant? Je ne sais plus. Voilà. Alors je trouve que au final, on ne se rencontre pas beaucoup dans notre formation. En tout cas, pas assez. Et pourtant, il y a un dispositif qui a été mis en place pour favoriser l'interfiliarité dans notre formation. C'est ce qu'on appelle le service sanitaire. Le projet du service sanitaire, c'est de permettre aux étudiants en santé d'organiser un projet de santé publique, de prévention, promotion de la santé. Et normalement, ce projet doit se mener en interfilière.
C'est très peu le cas aujourd'hui et c'est notamment ces enjeux-là. C'est exactement ce que vous avez évoqué et c'est pour ça aussi que ça devait se faire en interfilière avec des étudiants en médecine, en kinésithérapie, pharmacie, maïeutique et de réellement créer des échanges entre des étudiants sur un projet commun qu'est la prévention et la promotion de la santé. C'est quelque chose qui ne s'est pas fait. Et je trouve, et c'est très dommage, qu'on a très peu de compréhension au cours de notre formation des missions, rôles et limites de chaque professionnel de santé. C'est-à-dire que par exemple, si je prends l'exemple des sages-femmes, il y a énormément de compétences de plus en plus qui sont développées. Et pourtant, en tant qu'infirmier grand coordinateur du parcours de soins des patients, on n'a pas tous ces éléments-là, en tout cas dans notre formation. Alors bien sûr, quand on a la chance de s'impliquer, on échange beaucoup avec l'ISNI, donc on saisit beaucoup mieux leurs enjeux, mais en tant qu'étudiant dans notre formation, c'est très peu le cas. Et je me permettrais de faire quand même un parallèle avec quelque chose qui s'est passé très récemment, puisqu'il y a 15 jours, tout pile, à l'Assemblée nationale a été votée la proposition de loi sur la profession d'infirmier. Donc elle a été votée que par l'Assemblée nationale pour le moment, ce sera beaucoup plus tard au Sénat. Et cette proposition de loi, c'était un premier enjeu. Elle avait pour objectif de redéfinir la profession, parce qu'aujourd'hui dans les textes, c'est encore écrit que l'infirmier agit sur prescription médicale, c'est ce qu'on disait. Et même si les mœurs ont changé, il y a un moment où le législatif doit aussi changer, parce que c'est ce qui va aider également la transition. C'est ce qui va permettre aussi que la transition se fasse mieux dans l'esprit collectif. Et on a senti des professionnels de santé, certains qui étaient très progressistes, qui étaient prêts à ce changement. Il y avait quand même quelques réticences de certains aspects, parce que c'est sûr qu'on allait reconnaître une compétence plus grande pour les infirmiers, mais énormément de choses qui sont des choses que l'on fait déjà. Par exemple, je vais prendre un exemple très concret. Dans un service, les antalgiques de palier 1, par exemple de l'Iprane, ils vont être prescrits en si besoin par le médecin, et c'est l'infirmier qui l'administre selon le besoin du patient. Donc quelle différence entre ce système-là et l'infirmier peut primo-prescrire un antalgique de palier 1, puisqu'au final, c'est ce qui se fait dans le service. Et donc il y a réellement cet enjeu d'adapter le législatif et le réglementaire aux pratiques des soignants et de valoriser une profession qui se sent encore pas assez reconnue dans le système de santé et qui en a cruellement besoin. Palier 1 qui est accessible par ailleurs en libre service en pharmacie, par n'importe Oui, qui. Y compris par un oui, cirrhotique, un gars qui a vraiment une contre-indication, il peut s'en acheter comme il veut, quoi. Donc, voilà. Kylian, à l'époque, on faisait un stage infirmier. Je ne sais pas si on a à peu près le même âge. Je pense qu'on a fait la même chose. Moi, ça a duré 2 semaines. 2 semaines que j'ai adoré parce que j'ai pu voir le travail des infirmiers, infirmières et des aides-soignants, mais profondément insuffisant. 2 semaines. Je pense que c'est ton seul aussi phare par rapport à ce métier infirmier que tu as partagé, sauf que ça a évolué, mais je ne crois pas. Comment on est progressiste en santé dans la collaboration des métiers? Quels sont tes leviers? Alors effectivement, j'ai fait ce stage infirmier. Alors moi, c'était un peu plus longtemps. C'était un mois. Et j'en suis ressorti épuisé des horaires décalés, épuisé. Soit j'étais à l'hôpital, soit je dormais. Donc je me suis dit, vraiment, ce métier n'est pas fait pour moi et j'ai besoin d'horaires un peu plus classiques, on va dire, comme s'il y a les gardes et compagnie. Et puis je sortais aussi d'un an de concours, forcément. C'est vrai que alors moi, ce qui m'avait beaucoup marqué pendant ce stage infirmier, c'était les aides-soignantes, les infirmières, toutes me disaient s'il te plaît, Kylian, quand tu auras fini tes études, ne deviens pas comme tous les médecins arrogants, qui ne considèrent pas la profession infirmière, etc. Ça m'a marqué parce que dès le début, on sort en 2e année, c'est la première chose qu'on nous dit, qu'on va devenir un gros con plus tard. Donc forcément, ça interpelle. Après, c'est vrai que pendant toutes les études médicales, le lien entre nos professions, et d'ailleurs que ce soit avec les pharmaciens, avec les dentaires, les kinés, les sages-femmes, s'effrite clairement, un petit peu sur le premier cycle, mais pas grand-chose. Sur le 2e cycle, absolument rien, et puis pendant l'internat, pas du tout. Finalement, notre seul lien reste le lien professionnel en stage, que ce soit avec les infirmières et les infirmiers, et puis les kinés et les sages-femmes, et puis les pharmaciens aussi. Moi, la première fois que j'ai compris ce que faisait un pharmacien, alors évidemment, il y a mon pharmacien d'officine chez qui je vais régulièrement, mais mon pharmacien hospitalier, la première fois que j'ai compris précisément ce qu'il faisait,
C'était en stage de 8e année, parce que dans mon terrain de stage, j'avais un interne de pharmacie qui était présent et avec qui on travaillait excessivement bien, et qui contrôlait les prescriptions, qui vérifiait qu'il n'y avait pas de contre-indication, qui aidait aussi à la récupération des traitements habituels des patients. Il y avait une vraie plus-value et puis qui permettait aussi de brainstormer quand il y avait des patients dont on souhaitait introduire des médicaments pour vérifier que c'était la bonne dose, à la bonne efficacité, à la bonne temporalité pour tel ou tel patient. Donc il y a vraiment un enjeu effectivement d'améliorer notre interprofessionnalité. Et je rejoins aussi les propos d'Elisabeth sur les différents DES qui ont été créés, les différentes filières pendant l'internat. Je suis assez effaré aujourd'hui que finalement, à partir du moment où on devient interne d'une spécialité, eh ben, on a nos cours de spécialité. Et pourtant, les cours d'un interne de gériatrie, en tout cas sur les premières années, ne sont pas tellement éloignés de cours de médecins d'internistes, ne sont pas particulièrement non plus éloignés de cours qui peuvent être donnés pour des médecins généralistes. Donc je pense qu'il y a ce côté effectivement filière qui se crée et qu'on pourrait casser un peu les codes, d'autant que plus tard, on sera aussi amené à travailler avec l'ensemble des filières, que ce soit entre professions médicales ou entre professionnels de santé. Merci. Donc, primo, plus de collaboration entre les métiers. Je me retourne vers vous, Madame Richard. On va poser le deuxième jalon, la deuxième idée qui va révolutionner notre système de santé. Rien que ça. Je suis censée trouver là, à chaud, une deuxième idée qui révolutionne le système de santé, c'est ça? Tout de suite, maintenant. Non, mais vous m'aviez parlé notamment, et Madame la Ministre, on a parlé de l'intelligence artificielle. Bonne idée. L'intelligence artificielle, on peut en parler parce que ça concourt et c'est dans le prolongement de la collaboration entre les métiers. Comment vous voyez le déploiement de l'IA pour à la fois redonner du temps médical, du temps infirmier, du temps soignant, tout en ne phagocytant pas le métier de soignant? Je vais vous proposer deux réponses, une optimiste et une pessimiste. On va commencer par la pessimiste aussi, voilà. Ça ira pas bien. L'hypothèse pessimiste, il me semble, c'est de se dire que l'intelligence artificielle va effectivement être plus performante que l'intelligence humaine sur un certain nombre de choses, y compris par exemple sur l'empathie manifestée aux patients. Et cette réponse pessimiste, elle n'est pas, qui paraît absurde comme ça, vraiment franchement, elle n'est pas si absurde que ça. Et il y a un certain nombre de travaux qui ont été menés qui montrent que quand un patient discute avec une intelligence artificielle, il se sent parfois mieux entendu que quand il discute avec un professionnel de santé. L'intelligence artificielle, elle n'oublie jamais de dire « Bonjour, comment allez-vous? Je suis votre intelligence artificielle, je m'appelle comme ça, mon rôle c'est ceci, etc. » Le médecin, parfois, il oublie un peu ça. Donc ça, je dirais, c'est la version pessimiste des choses. Et puis la version optimiste des choses, c'est de se dire que si le médecin, et je pense qu'on pourrait dire la même chose pour l'infirmier ou l'infirmière, il oublie un peu ça, c'est peut-être parce qu'il est en train d'essayer de faire 36 choses à la fois. Et donc peut-être effectivement que la version optimiste, c'est de se dire que l'intelligence artificielle va permettre de simplifier un ensemble de procédures sur lesquelles nous autres humains, en fait, on n'ose pas se l'avouer, mais on n'a pas de plus-value. Et en fait, savoir utiliser les tableaux Excel dynamiques, des tableaux croisés dynamiques sur Excel, eh bien, ça emmerde tout le monde et l'intelligence artificielle va le faire beaucoup mieux que l'attaché d'administration hospitalière ou le directeur d'hôpital, et tant mieux. Et aller programmer sa seringue électrique pour pas s'être foutu dedans dans les dosages, etc. Et ben, si la seringue électrique, on peut lui donner un ordre dans un langage un peu plus naturel et qu'elle le transforme, honnêtement, qui s'en plaindra? Et même chose pour la double lecture de la mammographie, pour un certain nombre d'activités d'anapat, etc. Et peut-être effectivement que tout ça va nous permettre à nous autres humains d'avoir un peu plus de temps, à la fois pour concerter entre nous, là, tout ce temps mou qui manque dans les services de transmission, de staff, de prendre soin les uns des autres, etc. Et puis, pour ce qui est quand même probablement mieux fait par un humain que par une intelligence artificielle. Et j'ai l'impression que le jour où je serai quelqu'un en fin de vie, je préférerais que ce soit quand même un humain qui me tienne la main et
qui me disent que oui, ça arrive à tout le monde, qu'une intelligence artificielle. Alors, il y avait cette étude de Google qui montrait, ils avaient étudié plusieurs groupes sur l'efficacité du diagnostic et sur l'empathie. Et l'intelligence artificielle faisait mieux sur le diagnostic et sur l'empathie. Et dans l'ordre, c'était IA, IA plus médecin et médecin en tout dernier, médecin seul. Parce qu'effectivement, le médecin se fatigue quand il voit son 15e patient, quand il enchaîne sa 30e heure d'affilée, il dit peut-être moins bonjour, il est moins patient. Donc finalement, plus d'IA tout de suite maintenant, sans compter, mais Kylian, est-ce que nous, en tant qu'étudiants, on a cette formation, est-ce qu'on a aussi cet esprit critique pour remettre en question ce que l'IA nous apporte? Alors ChatGPT, je l'ai connu il y a, je pense, 6 mois, donc 2024, vous voyez. Le lancement de ChatGPT, je l'ai regardé, je ne savais pas trop quoi en faire. Aujourd'hui, je pense que je ne savais pas trop quoi en faire. Et puis, aujourd'hui, franchement, l'IA et ChatGPT ou d'autres IA qui existent, c'est un peu rentré déjà dans mon quotidien. Alors, j'ai plus le temps cette année de faire encore de la médecine, mais je le reprendrai bientôt. Mais aujourd'hui, je m'interroge actuellement sur est-ce que finalement mon utilisation de l'IA aujourd'hui, je vais le prolonger plus tard quand je reprendrai mes études en septembre prochain. C'est une vraie question. Et c'est une vraie question aussi sur le rapport du patient à l'IA. On a tous connu il y a quelques années, à l'époque de Doctissimo, compagnie, des patients qui venaient nous voir. Non, mais moi, j'ai lu ça sur Internet, j'ai lu ça sur Doctissimo. Demain, on va avoir des patients, et déjà aujourd'hui, je pense, ça a déjà commencé pour les plus jeunes, avoir des patients qui viennent nous dire non, mais je l'ai demandé à ChatGPT. ChatGPT m'a répondu qu'en termes de traitement, c'était ça, que c'était plus efficace ça que celui-là, que ça se prenait de cette façon-là pendant tant de temps, etc. Donc forcément, il va falloir que nous, on s'y adapte. Il va falloir qu'on s'y adapte et ça doit s'y adapter directement dans la formation. Alors j'ai échangé il n'y a pas très longtemps avec des spécialistes en intelligence artificielle et ils me disaient que ça allait tellement vite, l'IA, que la formation qui était disponible en juin 2024, aujourd'hui en mars 2025, elle est déjà caduque ou quasiment caduque. Donc il y a un véritable enjeu de à la fois former une première fois sur l'IA et les dangers, en tout cas les limites de l'IA, ce que l'IA peut faire, peut répondre, et en même temps avoir notre esprit critique sur ce que l'IA peut répondre, et en même temps sur la formation continue à comment est-ce que l'IA va évoluer en fonction au fur et à mesure des mois, parce que ça évolue à une vitesse absolument infernale. Merci. Donc, on est pris de vitesse par l'IA, pas encore dépassé. On avait un petit peu parlé d'intelligence artificielle, Madame la Ministre. Comment vous voyez, vous, le déploiement de l'IA plutôt comme une menace, comme une solution, Alors, vous savez, ma génération, déjà, elle regarde avec des grands yeux tout ça. Et je reconnais que ChatGPT, c'est pas encore rentré dans mon quotidien. Mais par contre, j'en vois autour de moi les effets et je suis bluffé. Et non seulement je suis bluffé, mais je me dis, nom d'un chien, en adaptant, parce que je trouve que ChatGPT n'écrit pas tout à fait comme moi j'écris, mais nom d'un chien, le temps que ça va me gagner. C'est-à-dire que ça ne retire rien à ma valeur ajoutée, mais ça va accompagner tout un tas de choses qui vont être extraordinaires. Et si je prends un exemple, c'est un de mes dadas, et vous comprendrez aisément que quand on fait de l'hospitalisation à domicile, on se pose la question comment justement faire en sorte de la développer et comment faire en sorte que l'hospitalisation conventionnelle, on va aborder des mois un peu difficiles en termes budgétaires, donc comment on peut mieux utiliser l'hébergement hospitalier et donc, par définition, mieux serrer les indications pour des patients qui arrivent aux urgences, arrivent à l'hôpital et dont on peut se dire est-ce qu'il y a une mise en danger? Est-ce qu'il y a un intérêt à le garder dans un lit? Je vais dire les choses comme ça. Ou peut-être à le sortir et à le faire revenir, parce que bien évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'on a besoin de moins d'hôpital. On a besoin de plus en plus d'hôpital, mais dans une autre version de ce qu'elle n'est aujourd'hui présentée, pas dans sa version hébergement. Eh bien là, je suis sûr, on rentre aujourd'hui les données, celles de patients en HAD, on rentre les données de patients qui sont aux urgences. Je peux vous assurer que, poum,
un clic, on vous dira, ce patient-là, pas la peine de le garder en hébergement. Celui-là, oui, gardez-le 24 heures. Et celui-là, sortez-le en HAD, en SIAD, avec les CPTS, quand elles seront encore plus développées. Je suis sûre de ça. Et je ne sais pas si vous pouvez imaginer, mais le gisement gigantesque que cela représente. J'ai même dessous de prétention, et je ne plaide pas simplement pour l'HAD, je vous rassure, mais pour l'ensemble de l'ambulatoire. Je suis persuadée que si on arrive à faire ça, les économies en milliards, elles sont derrière. Merci beaucoup. Ilona, en 30 secondes, et après on va, un peu comme le débat de la présidentielle, aborder un tout dernier thème, l'IA chez les infirmiers. De toute façon, le numérique en santé arrive. Il va venir dans les services, il va venir dans le système de santé, et ça, on ne pourra pas l'empêcher, puisque la transformation est déjà en train de se faire. Et on a vraiment dans la profession infirmière, on a vraiment cet enjeu de libérer du temps sur les tâches administratives avec l'intelligence artificielle. Puisque c'est notamment le fait le tri des patients à l'accueil aux urgences. Mais dans plein d'autres tâches, aujourd'hui, ça prend énormément de temps aux infirmiers de faire des tâches administratives qui pourraient complètement être faites par une intelligence artificielle. Il faut qu'on puisse libérer du temps là-dessus, mais il faut aussi qu'on puisse former les professionnels, parce qu'aujourd'hui, les professionnels de santé ont peur de l'intelligence artificielle. Il faut pouvoir les sensibiliser sur le sujet, et si demain ça arrive, ce qui est le cas, j'ai dit en début de ma prise de parole que le numérique en santé arrive, il faut former les professionnels de santé, il faut les accompagner et former les futurs soignants. C'est là où forcément je parle des étudiants. Mais il y a vraiment cet enjeu de cette formation continue et initiale. On ne pourra pas imposer l'intelligence artificielle ni le numérique aux soignants. Il faudra les accompagner dans cette transition. Merci beaucoup. Donc, dernier thème, on va être un petit peu court, mais bon, on va essayer d'être percutant. La démocratie en santé. On a le sentiment que le diagnostic qui a été posé, c'est que les médecins sont quand même encore très en haut de la pyramide. Et qu'en est-il des autres acteurs, les patients, tout un tas d'autres acteurs qui pourraient rentrer dans la prise en charge médicale? Comment on met plus de démocratie en santé aujourd'hui? Est-ce que ça doit passer par nos formations? Madame Richard, peut-être sur cette question-là? Ça doit en tout cas passer aussi par la formation, et la France est quand même très en retard dans l'ensemble des cursus, dans la participation de patients experts, patients partenaires, peu importe comment on les appelle, dans la formation des professionnels, avec un vrai problème de poulet d'œuf, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les enseignements en question ne sont pas organisés. Il n'y a pas beaucoup de patients partenaires ou de patients experts qui seraient en mesure de les faire. Et comme on ne leur demande pas, on n'en forme pas, etc. Et ce cercle vicieux-là, il faut en sortir. Et les évolutions réglementaires récentes risquent d'en sortir. Et c'est vrai pour tous les professionnels de la santé, y compris ceux qu'on forme à l'école. Le premier cours fait aux élèves directeurs d'hôpital, il est fait par un patient partenaire avec un expert du partenariat patient sur la démocratie en santé. Et on y tient beaucoup. Donc oui, il y a des aspects qui passent par la formation. Il y a des aspects qui passent par le changement de posture qui est quand même en train de se faire. Et je pense que de la même façon que la relation condescendante entre le prescripteur et le prescrit fait peut-être partie quand même des vieilles réflexions, je pense que la façon dont les jeunes professionnels de santé considèrent les patients ou la population en général, les usagers qui ne sont pas forcément toujours des patients, est en train de changer. Et puis enfin, il y a une pression sociale qui est telle que de toute façon, les patients vont nous obliger à changer parce qu'ils ne vont pas continuer à supporter le rôle qu'on leur donne dans le système de santé. Et ils ont raison. Kylian, comment on injecte de la démocratie? Oui, alors, nous, pendant notre formation, on a quelques cours, effectivement, avec les patients experts qui donnent justement une autre vision aussi, ou en tout cas se poser la question forcément de... Nous, on a notre position de soignant et on sait ce qu'il faut pour le patient, qu'est-ce qu'on imagine pour le patient. Mais on a ces formations qui sont très intéressantes avec ces patients experts qui permettent de nous donner justement leur point de vue de patient, leur point de vue d'usager, de dire en fait, cette façon de parler à tel patient ou cette prescription-là, en fait, moi, je la ressens comme cela. Et les formations où on a justement ces patients experts sont particulièrement enrichies. Sur la démocratie en tant que telle, déjà,
je dirais que dans nos instances médicales, il y a aussi une vraie question de la place des internes en médecine dans les instances médicales, que ce soit à l'hôpital, mais aussi en ville, qu'il faut qu'on soit plus participatif, qu'on soit plus présent aussi pour répondre et répandre nos problématiques qu'on a au quotidien. Et puis, puis je dirais que le virage aussi ambulatoire que le système de santé est aussi en train de mener, on doit le faire avec les patients. Et pour ça, la place de la formation sera absolument indispensable. Ilona, puis Madame la Ministre, je vous laisse le mot de la fin. Je rejoins beaucoup ce que Kylian a dit sur la difficulté déjà en tant qu'étudiant d'avoir accès à cette démocratie, ce qui rejoint un petit peu la réflexion qu'on peut avoir sur le fait d'impliquer tous les acteurs du système de santé dans justement sa construction et son évolution. Nous, dans la formation infirmière, on n'est pas particulièrement formés par des patients experts. C'est pas quelque chose qui se fait beaucoup ou qui est très répandu. Mais à la fois, on a quand même une profession qui est très centrée sur le patient. C'est-à-dire que tout au long de notre formation, on nous apprend à construire l'ensemble de notre raisonnement clinique infirmier sur le patient. Et tous les diagnostics infirmiers qu'on établit sont des diagnostics qu'on établit sur le patient et vraiment sur son écosystème social, environnemental. Et donc, on a une approche dans notre formation qui est très centrée sur le patient, mais pas le patient et sa maladie, surtout le patient dans son environnement. Et tout ce qui va impacter derrière sa maladie et sa prise en charge forcément dans le système de santé. Donc, je pense que c'est un sujet très intéressant qui mérite d'être développé et sur justement la démocratie pour tous les personnes et les organes qui jouent dans le système de santé. Alors, je crois déjà la première chose, c'est qu'il faut se rappeler que le droit des patients est un droit récent, 2002. Alors vous allez me dire 23 ans, vous qui êtes jeune, vous dites oh, 23 ans c'est long. À mon âge, 23 ans c'est hier. Alors je pense que ça c'est une première chose. La deuxième, ce que je ressens, et je le ressens à la lueur de l'expérience qui est la mienne, à l'heure actuelle de ces maladies complexes, des patients pris en charge à domicile, c'est que attention à ce que l'on ne soit pas en train de réinstituer trop de réglementation dans cette démocratie sanitaire qui laisse et qui doit laisser une place aux patients et à leur environnement. Je suis très frappée du fait que nous avons, beaucoup de mal, par exemple dans nos commissions d'usagers, ce qui est déjà une étape, elle est loin d'être suffisante. Et justement, c'est en train de nous donner d'autres idées, puisque précisément, on en voit les limites. Pour faire partie de ces commissions d'usagers, il faut appartenir à des associations qui sont inscrites sur des listes, répertoriées dans les agences régionales de santé. J'ai rien contre. Le seul problème, c'est que moi, ce qui m'intéresserait dans les établissements d'HAD, c'est que des gens qui ont été malades et qui ont été pris en charge, ou de leur environnement, qui ont vécu comme aidants des prises en charge, et dont malheureusement le proche n'est plus là, puissent venir nous donner cette expérience, ce regard qu'ils portent, et qui n'est pas un regard porté pendant que le patient est là. C'est toujours un tout petit peu faussé à ce moment-là, mais c'est après, et c'est même peut-être de façon plus lointaine. Et ça, à l'heure actuelle, la réglementation, pour arriver à cela, c'est un parcours du combattant. Donc, si vous voulez, mais c'est très français, hein, on adore se bercer d'un certain nombre de concepts, et derrière, malheureusement, on s'ingénie à y mettre des réglementations. Enfin, il paraît qu'on est en train d'aborder une phase de simplification, donc je ne doute pas que l'on arrivera effectivement à des changements, y compris en matière de démocratie. Merci beaucoup. Donc, 3 piliers, plus de collaboration entre les métiers, intelligence artificielle, numérique en santé, plus de démocratie. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette table ronde avec des acteurs de grande qualité. Avant que vous les applaudissiez, très fort, il y avait cette phrase de Victor Hugo qui disait « Quand je vois un jeune, j'ai 2 sentiments qui m'inspirent, de la tendresse pour ce qu'il est et du respect pour ce qu'il pourrait devenir. » Donc le maître mot, c'est la confiance dans notre jeunesse. Et je pense que c'est les messages qui ont été portés dans cette table ronde. Donc vous pouvez les applaudir très fort et je vous en remercie.